Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui est un vrai paradoxe de notre époque. Oui, tout à fait. On a littéralement toute la connaissance du monde au bout des doigts, un accès à l'information, enfin, c'était inimaginable il y a 30 ans, et pourtant, Et pourtant, on a l'impression que les doutes, les croyances alternatives et même les théories du complot n'ont jamais été aussi populaires. c'est ça. Comment c'est possible? C'est le grand paradoxe. On pensait que plus d'informations chasseraient l'ignorance, mais on découvre que cette lumière peut aussi être aveuglante, en fait. La relation n'est pas si simple. C'est exactement ça. Et pour y voir plus clair, notre source principale, c'est l'ouvrage du sociologue Gérald de Bronner, La démocratie des crédules. Un livre fondateur sur le sujet. Absolument. Et je précise tout de suite, notre but, ce n'est pas de juger ou de pointer du doigt, mais vraiment de comprendre les rouages, les mécanismes qui sont en jeu. On va essayer de décortiquer comment le fonctionnement de notre cerveau, combiné à la révolution d'Internet, a complètement dynamité notre rapport à la vérité. Allez, on décortique ça. Allons-y. Alors, Bronner commence avec une anecdote qui plante tout de suite le décor. Il raconte avoir reçu un mail d'un défenseur des théories du complot sur le 11 septembre, avec juste en objet « droit au doute ». Droit au doute. Et ça interpelle, parce que le droit au doute, ça sonne comme un principe fondamental, presque vertueux, non? Absolument. Le doute, c'est le moteur de la science, du progrès. Sans des gens qui ont douté que la Terre était plate, on n'en serait pas là. C'est sûr. Affronter ces idées, ça devient stérile. Ça peut même mener à une forme de nihilisme mental. Où l'on rejette tout juste parce qu'on peut. Exactement. Et ça nous place dans des pièges logiques. On bascule dans ce qu'on appelle l'argumentum ad ignoriem, l'argument de l'ignorance. C'est-à-dire? C'est quand on vous met au défi de prouver qu'une chose n'existe pas, ce qui est logiquement impossible. L'analogie de Bronner est très parlante. Je peux vous prouver qu'un cheval existe, je vous en montre un. D'accord. Mais je ne peux pas vous prouver qu'une licorne n'existe pas. Vous pourrez toujours me dire qu'elle se cache quelque part. L'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence. Et cette posture de doute permanent, on la sent partout dans la société. Bronner cite des chiffres de sondage qui sont assez saisissants. Ah oui? 58% des Français qui n'ont pas confiance dans les scientifiques sur les OGM ou le nucléaire, 54% qui pensent que ce qu'on voit à la télé, ça ne correspond pas à la réalité. La méfiance est devenue l'état d'esprit par défaut, quoi. Et les conséquences de ça, elles sont potentiellement énormes. On l'oublie souvent, mais la confiance, c'est le lubrifiant invisible de toute société. C'est une convention partagée. C'est vrai. On s'arrête au feu rouge parce qu'on a confiance que la personne en face va s'arrêter aussi. On poste une lettre avec la confiance qu'une chaîne d'inconnus va la livrer. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe quand ce lubrifiant vient à manquer? On a des exemples de ça? Oui, et Bronner en donne un spectaculaire. C'est la rumeur du 20 novembre 1984 à New Delhi. D'accord. Le contexte est très tendu, Indira Gandhi vient d'être assassinée, et soudain, une rumeur se propage. Son successeur aurait lui aussi été assassiné. Pendant 8 heures, avant le démenti officiel, la ville est quasi paralysée. Ah ouais, carrément. Les fonctionnaires quittent leur bureau, les commerçants baissent leurs rideaux. L'angoisse totale. Pourquoi ? Parce que la confiance dans la prévisibilité du lendemain a disparu. Une simple rumeur peut gripper tout l'ordre social. Ok, donc on a ce terreau de méfiance. Maintenant, il faut comprendre comment les idées, même les plus fragiles, arrivent à se propager si vite. Et pour ça, Bronner utilise une image, celle du marché cognitif. C'est un concept central, oui. Il faut imaginer un grand marché où toutes les idées sont en compétition pour attirer notre attention. Théories scientifiques, croyances, rumeurs, tout est là, sur les étals. Et ce marché a connu une transformation radicale avec Internet, un vrai Big Bang. La statistique du livre est déjà ancienne, mais elle donne le vertige. De 23 500 sites web en 1995, on est passé à plus de 205 millions en 2010. Imaginez aujourd'hui. On aurait pu croire que cette explosion d'infos allait créer une société de la connaissance, nous rendre tous plus critiques, mais il semble que c'est l'inverse qui s'est produit. Pourquoi ? Parce que cette abondance se heurte à un bug fondamental de notre cerveau, le biais de confirmation. Le plus puissant de tous, peut-être. Sans doute. C'est notre tendance naturelle à rechercher et à retenir en priorité les infos qui confirment ce qu'on pense déjà, et à ignorer celles qui nous contredisent. Dans un océan d'informations, c'est devenu très facile de ne pêcher que les poissons qui nous plaisent. D'ailleurs, il y a une histoire incroyable dans le livre pour illustrer ça qui montre que ce n'est pas un phénomène nouveau. L'affaire des pare-brises de Seattle. Ah oui, un cas d'école.
On est dans les années 50 et une sorte de psychose collective s'empare de la ville. Les gens sont persuadés qu'une force mystérieuse est en train de piquer leur pare-brise. Les théories les plus folles circulent, j'imagine. Retombées nucléaires, acide sur les routes, la panique est telle que le président Eisenhower lui-même envoie des experts. Et alors, que découvrent-ils? Ils font un truc très simple. Ils examinent les pare-brises à Seattle et ils voient bien les micro-impacts. Mais ensuite, ils vont dans les villes voisines, où la rumeur n'est pas arrivée, et les pare-brises sont dans le même état. Ah! Donc, la conclusion est géniale. Il n'y a pas eu une épidémie de pare-brise piquée, mais une épidémie de pare-brise examinée. C'est fantastique. Le phénomène n'était pas dans l'objet, mais dans le regard. C'est le fait de chercher la preuve qui a créé l'illusion de l'épidémie. C'est la définition même du biais de confirmation à grande échelle. Et ce n'est pas qu'une anecdote. Un psychologue, Peter Wasson, l'a démontré en labo avec son fameux test des cartes. Ah oui, avec les lettres et les chiffres. C'est ça. 4 cartes sur la table. E, K, 4 et 7. La règle est, si une carte a une voyelle d'un côté, alors elle a un chiffre pair de l'autre. Quelle carte faut-il retourner pour vérifier la règle? Alors spontanément, je dirais E pour voir s'il y a un chiffre pair. Et 4 pour voir s'il y a une voyelle. C'est ce que répond l'écrasante majorité des gens. Et c'est une erreur logique. Ah bon? Retourner la carte E, c'est correct. Mais retourner la carte 4 ne sert à rien. La règle ne dit pas 6 chiffres pairs, alors voyelle. Il pourrait y avoir une consonne, la règle serait toujours vraie. La seule autre carte qu'il faut retourner, c'est la 7. La 7. Pourquoi? Parce que si vous trouvez une voyelle derrière la 7, alors la règle, si voyelle alors chiffre pair, est immédiatement fausse. Vous avez cherché à infirmer la règle, c'est la seule démarche valide. Mais notre cerveau préfère la confirmation. C'est ce que Bronner appelle notre avarice cognitive. On choisit le chemin le moins coûteux mentalement. Exactement. Et cette avarice cognitive, avec la puissance d'Internet, ça doit être un cocktail explosif, non? On choisit la facilité et Google nous la sert sur un plateau. C'est tout à fait ça. L'anecdote de Thomas dans l'émission de radio est parfaite. Pour vérifier une info, son réflexe est de taper « attentat en Égypte plus complot ». Il ne vérifie rien. En fait, il cherche une confirmation de son soupçon. Bien sûr. Et il va la trouver. Les chiffres de Bronner sont éloquents. Tapez Diana sur Google, vous avez environ 7% de sites conspirationnistes. Tapez Diana plus complot, le chiffre explose, j'imagine. Il bondit à 67%. D'accord. Donc, notre propre biais nous pousse dans une direction. Mais pourquoi l'offre d'infos sur Internet semble si déséquilibrée? Pourquoi les croyances alternatives ont l'air de crier plus fort que les faits? C'est un point absolument crucial. La clé, ce n'est pas tant la technologie que la motivation des offreurs d'informations. C'est-à-dire? Les personnes qui adhèrent à une croyance forte, l'astrologie, une théorie du complot, sont souvent très motivées, très militantes. Leur croyance fait partie de leur identité. Elles ont donc un intérêt énorme à la défendre. Alors que les non-croyants. Sont souvent indifférents. L'exemple de l'astrologie est parfait. Un astronome n'a quasiment aucun intérêt à passer des heures à créer un site pour réfuter l'astrologie. C'est une perte de temps pour sa carrière. Alors que l'astrologue, lui, a toutes les raisons du monde de le faire. Commercial, identitaire, passionnel. Le résultat, c'est un déséquilibre massif de l'offre. L'étude de Bronner sur Google est parlante. En moyenne, sur plusieurs thèmes, 81,2% des premiers résultats étaient favorables à la croyance. Et pour l'astrologie, le chiffre est encore plus fou, non? C'est 97%. 97%. C'est vertigineux. En gros, si on arrive sans un esprit critique déjà bien affûté, on est statistiquement quasi certain de tomber sur un site qui va nous dire que ça marche. C'est l'application du paradoxe d'Olson. Des petits groupes très motivés peuvent imposer leur vision parce que la majorité silencieuse, moins motivée, est passive. Au-delà de ça, j'imagine qu'il y a aussi des techniques, des stratégies pour convaincre qui sont particulièrement efficaces. Oui, et Bronner nous présente le maître en la matière, Charles Fort, un personnage du début du XXe siècle qui collectionnait les faits étranges, les anomalies. Son but n'était pas de prouver une théorie, mais de submerger l'adversaire sous un déluge d'arguments. C'est la technique du millefeuille argumentatif. C'est exactement ça. L'idée, c'est que même si chaque couche est très fine, l'ensemble paraît solide. On vous balance des dizaines d'arguments, d'anecdotes. Pris individuellement, ils sont peut-être faibles ou tirés par les cheveux. Mais la masse crée un effet psychologique puissant. Le sceptique se dit « D'accord, celui-là est bancal, mais tout ne peut pas être faux. Il doit bien y avoir un truc. » C'est l'effet Forquet.
Et c'est redoutable parce que ça épuise l'adversaire. Pour réfuter chaque point, il faudrait être expert en physique, en histoire, en sismologie. C'est un travail titanesque. Le cas d'étude parfait, c'est ce débat télévisé de 1988 entre le rationaliste Yves Gallifrey et un mage nommé Dussuar. Pour prouver la précognition, le mage sort un argument qui semble imparable. L'histoire du roman, Futility. Oui, un roman de 1898 qui décrit le naufrage d'un paquebot géant, le Titan, réputé insubmersible, qui heurte un iceberg en avril dans l'Atlantique Nord. Pas assez de canaux, des milliers de morts. Les similitudes avec le naufrage du Titanic 14 ans plus tard sont troublantes. Et là, le scientifique sur le plateau est complètement piégé. Il ne peut pas répondre. Pris de court, Gallifrey ne peut que bafouiller des généralités comme « les coïncidences, ça existe ». Face à un récit aussi frappant, il semble perdre le débat aux yeux du public. On voit bien la force de l'effet forte. Il faut un investissement énorme pour contre-argumenter. Exactement. Et alors, quelle est l'explication une fois qu'on a le temps de creuser? Brunner fait ce travail d'enquête. Et on découvre que l'auteur, Morgan Robertson, n'était pas un prophète. C'était un ancien marin, un expert des questions maritimes. D'accord, donc il savait de quoi il parlait. Il s'est inspiré des projets de paquebots géants de son époque. Il savait, en tant que pro, que le risque d'iceberg en avril était maximal à cet endroit. Le manque de canaux, ce n'était pas une prophétie. Mais une critique des normes de sécurité de l'époque. Voilà, c'était une critique. Chaque détail prophétique est en fait une déduction logique basée sur les connaissances de son temps. Mais pour assembler ce puzzle, il faut de la recherche, du temps qu'on n'a jamais dans un débat. Donc, si je résume, la propagation des idées fausses, ce n'est pas juste une affaire de gens crédules. C'est bien plus complexe. C'est la rencontre entre les failles de notre propre raisonnement, comme le biais de confirmation, Oui, un environnement informationnel, Internet, qui agit comme un gigantesque amplificateur de ces biais. tout à fait. Et enfin, des stratégies argumentatives redoutables comme ce fameux millefeuille. C'est une convergence de facteurs. Notre cerveau, qui a évolué pour survivre dans la savane, n'était peut-être pas préparé à ce tsunami informationnel. C'est une excellente image. Et pour finir, il y a une dernière pensée, une dernière question qui émerge de cette analyse et qui me semble particulièrement pertinente aujourd'hui. On pourrait l'appeler le paradoxe de la transparence. Pensez-y une seconde. Dans notre monde, avec les smartphones qui filment tout, les caméras de surveillance, Wikileaks, il est objectivement plus difficile que jamais de cacher un complot d'envergure. La moindre info peut fuiter et faire le tour du monde en quelques heures. C'est vrai. Et pourtant, c'est précisément à notre époque que le sentiment d'être trompé, manipulé par des forces obscures, est à son comble. La question est donc la suivante. Pourquoi, alors que la transparence technique n'a jamais été aussi grande, la méfiance et le sentiment d'opacité sont-ils si profonds? C'est une question qui nous interroge tous sur la nature de notre modernité.